Quand on vivait sans ces merdes, ces chinoiseries qui n'arrêtent pas de péter, qu'on bouffait sans faire crédit et qu'on se démerdait sans abonné au guignon à la soupe chier dans une loge de putain ou près du trou au purin. Le moment où d'étincelle, des archives de Saint-Denis ou l'homme de l'or du futur dans l'ombre. Le concept de l'album est venu en fait en remarquant une sorte de contradiction dans Peste Noire, à savoir qu'il y a des aspects très anarchisants qui côtoient des aspects très fascisants. Et en gros, pour faire très court, il y a des aspects dans le fascisme que j'adore, d'autres qui me débectent, et vice-versa avec l'anarchisme. J'ai pris tout ce qui me plaisait dans le fascisme, tout ce qui me plaisait dans l'anarchisme, et du moment que ça se contredisait pas, j'ai fait une tambouille, et ça a donné le nouvel album. Bon, pour être un peu plus clair, je déteste par exemple le fait que l'État s'immisce dans tous les secteurs de la société, notamment dans la culture, ce qui est un trait propre au fascisme. Et d'un autre côté, je juge qu'un État fort doit quand même exister pour, je dis n'importe quoi, forcer les gros à courir, par exemple. Et au-delà de ça, en fait, l'idée m'est vraiment venue en observant les paysans. Et en remarquant que chez eux aussi, il y a cette contradiction entre une mentalité très anarchiste et une mentalité, je dirais pas fasciste, mais en tout cas très conservatrice et, pour parler vaguement, traditionnaliste. Les paysans, en tout cas les vrais paysans, les paysans du cru, je parle pas des gros exploitants industriels, sont les gens qui se sont le plus rapprochés de l'anarchisme véritable. Et ce, pour maintes raisons. Déjà, c'est les gens qui sont le plus proche de l'autosuffisance alimentaire, puisque leur métier, c'est de faire de la bouffe par définition. La plupart des paysans sont des chasseurs, donc des gens armés, à même de défendre un village. C'est les gens qui ont le plus développé l'économie de proximité, l'entraide locale. En gros, tout ce que les gauchistes des villes rêvent de faire, le paysan raciste l'a fait. C'est des gens qui détestent que l'État vienne foutre le nez dans leurs affaires. Donc des anarchistes, quoi. Mais à côté de ça, je t'invite et je vous invite à boire quelques gnôles avec nos chers amis paysans. Et au bout de la 3e ou 4e gnôle, on tombe vite dans les méandres du politiquement incorrect. Donc les paysans sont très nationalistes, pour pas dire autre chose. Ils sont très chauvins, très attachés à leur terre. Ils ont un rapport vraiment charnel à leur terre. Et c'est des gens qui sont très attachés à la propriété privée aussi. Ce qui fait que Staline a eu énormément de mal avec les paysans en Russie, puisque les paysans constituent une force de résistance acharnée à la collectivisation des terres. Et c'est pourquoi Staline les a balancés dans des goulags, ce qu'on appelle la dékulakisation. Alors je rappelle qu'au même moment, les vilains nazis édictaient des lois pour protéger justement les paysans, en faisant en sorte que il était impossible d'exproprier un paysan pour motif de dette ou de faillite. On ne pouvait pas leur enlever leur exploitation fermière. Au-delà de la paysannerie, c'est une charge contre tout ce qui est réglementaire, administratif, bureaucratique, centralisateur, urbain, technocratique. En gros, tous ces adjectifs, ça fait donc beaucoup de mots. Moi, je les synthétise dans l'album par l'expression « noblesse de robe ». Barreau de Paris, on te l'enfonce dans le fion, nos sans-culottes baissent le string de la noblesse de robe. La noblesse de robe, en fait, à la base, c'est tous ces bourgeois à qui les rois ont donné la noblesse à partir de la fin du Moyen-Âge, début 16e, pour transférer le pouvoir judiciaire qui, à l'époque, était géré par la caste guerrière. En fait, les petits seigneurs exerçaient eux-mêmes la justice sur leur territoire. Donc, pour transférer ce pouvoir judiciaire d'une caste de guerriers vers une caste de secrétaires, à savoir la noblesse de robe, ce dans le but de centraliser le pouvoir sur Paris et de rendre les provinces moins indépendantes. Et à partir de ce moment-là, l'État français devient de plus en plus tentaculaire, s'arroge de plus en plus le monopole de la violence. Donc Weber dirait la violence légitime, c'est-à-dire une violence unilatérale exercée par l'État
au prétexte du bien-être collectif, tout ce que tu veux, et toujours au détriment du petit peuple qui, lui, a de moins en moins la possibilité d'exercer cette même violence. Pour être plus clair, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, par exemple, tu avais énormément de lettres de rémission du roi qui pardonnaient des crimes, voire des meurtres, commis en vue de réparer des questions d'honneur. Un poète comme François Villon, par exemple, que moi j'utilise beaucoup dans Peste Noire, a été amnistié après avoir tué un prêtre, ce qui paraît impensable dans une société ultra-catholique. Et pourtant, la marge de tolérance est extrêmement élevée. Voilà, même dans une société très stricte au niveau religieux. Donc voilà, si tu veux, t'avais certains crimes qui n'étaient pas du tout tolérés. Par exemple, les faux monnayeurs étaient tout simplement bouillis. Mais par contre, tout ce qui était crime, meurtre, violence commise en vue de laver ta dignité, il y avait des chances que tu sois excusé. Voilà, ça contraste bien évidemment avec aujourd'hui où tu mets une baffe à un mec, tu prends 10 000 € d'amende. Je suis bien placé pour parler puisque y a un mec qui a porté plainte contre moi parce que pendant que je lui parlais, un pote à moi lui a mis une baffe. Voilà. Et dans les doléances de la plainte, le mec a mis pleure à l'évocation. Donc pleure à l'évocation d'une baffe. Donc là, effectivement, on n'est plus au Moyen-Âge. Alors, oui, quelques auteurs, il y en a pas mal. Alors, pour cet album en particulier, j'ai choisi des auteurs qui se situent dans un segment historique bien défini, à savoir de la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est que ça correspond à une intensification de la désertion des campagnes et qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur ce thème-là. L'état de fait la nique, me des coups de trick sur la nuque, Castillac et fais-toi un eunuque. Joseph, vive, Proudhon, Pierre, Joseph. J'ai choisi Pierre-Joseph Proudhon, le père de l'anarchisme. Alors, avant de parler de Pierre-Joseph Proudhon, j'aimerais dissiper un malentendu. Je vois beaucoup circuler sur Internet une information totalement fausse, comme quoi Peste Noire se réclamerait du national-anarchisme. J'ai jamais, mais vraiment jamais revendiqué cette étiquette où que ce soit. C'est une construction totale. Et donc je parlais de Proudhon, mais justement Proudhon en fait est un patriote de base. Donc le père de l'anarchisme, celui qui invente l'anarchisme, est un patriote. En tout cas, c'est un patriote, c'est un souverainiste. Et personnellement, je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'ajouter des adjectifs au terme anarchisme, vu que le souverainisme est déjà compris dans l'anarchisme primordial. Donc on enlève national, on garde l'anarchisme de base et on a déjà quelque chose qui est national, en fait, qui est pas, comment dire, incompatible avec le nationalisme. Et moi, ça m'a personnellement toujours paru logique, puisque je vois pas en quoi la souveraineté, je sais pas moi, à l'échelle d'un village, ou la souveraineté clanique, ce que vous voulez, empêche d'étendre cette logique à l'échelon national. Avoir une armée qui vous défend au niveau national, voire continental, empêche pas que vous soyez autonome dans votre village, que vous cultivez votre bouffe, que vous créez une milice locale, etc. Donc ça, c'est le principe de subsidiarité, justement, développé par Proudhon, qui veut que tout ce qui peut être géré à l'échelle locale doit l'être, et tout ce qui ne peut pas l'être doit être géré à l'échelon supérieur jusqu'à l'infini, comme un système de poupée russe, en fait. En creusant un peu le sujet, regardez les conférences de Thibaut Isabelle sur le sujet, etc., je me suis rendu compte que, finalement, l'anarchisme actuel, l'anarchisme dominant, est l'héritier de l'anarchisme libertaire de Joseph Déjacque, qui lui-même, en fait, a théorisé son anarchisme contre Proudhon, qu'il jugeait trop conservateur. Alors, l'anarchisme libertaire, c'est un peu l'anarchisme à la Renaud, un peu bébête, c'est-à-dire le rejet de la patrie, des frontières, la haine de l'armée, l'indifférenciation homme-femme. Il parle d'égalité, mais en fait, il ne s'agit que d'indifférenciation. La promotion des libertés sexuelles débridées, tout ça. Alors, il se trouve que Proudhon est aux antipodes de tout ça. Proudhon, c'est, comme je le disais, un souverainiste, un patriote, misogyne, très conservateur sur le plan des libertés sexuelles, qui était... bon, je l'ai pas choisi pour ça, mais j'adore rappeler ça aux antifas qui se targuent d'être des anarchistes. Proudhon était un antisémite notoire,
doublé, attention, d'un gros raciste, notamment dans La guerre et la paix, où Proudhon se prononce contre l'abolition de l'esclavage, et où Proudhon fait clairement l'apologie, pas l'apologie, mais il dit que les caucasiens, donc c'est-à-dire les blancs, sont supérieurs sur le plan de l'intelligence, de la morale, du physique, tout ce que vous voulez. Il a des phrases qu'on pourrait aujourd'hui attribuer à Boris Lelay. J'ai pas pu m'empêcher de vous sortir une petite citation de Derrière les fagots. Donc, dans La guerre et la paix, notre ami Pierre Joseph nous dit « Tôt ou tard, les Européens s'établiront au centre du Soudan, comme ils se sont établis au cœur des deux Amériques. » Petite apologie de la colonisation au passage. Alors, il faudra bien que les travaillent. Qu'ils travaillent dès maintenant. 2 points. C'est notre droit de les y contraindre. Il dit plus loin que les vrais négrophiles sont ceux qui les tiennent en servitude en les améliorant par le travail. Coucou, les anarchistes. Voici le père de votre mouvement. Alors ça, c'est... Moi, je place ça plus pour comment dire, les gauchistes qui vont dire que les nationalistes font du confusionnisme dès qu'ils citent Proudhon. Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que si par un tour de magie, ces gauchistes-là pouvaient discuter aujourd'hui avec Proudhon, et Proudhon pouvait revenir maintenant, dans le présent, c'est plutôt eux qui traiteraient Proudhon de nazi. Voilà. Alors donc, j'ai dit que j'ai pas choisi Proudhon pour ça. Pourquoi je l'ai choisi ? Pour plein de raisons. La première, c'est que dans son livre Idées sur la révolution au XIXe siècle, Proudhon dégueule ses tripes sur la démocratie représentative dans la mesure où il conteste cette notion même de représentativité qui constitue, selon lui, une mise sous tutelle du peuple, une infantilisation, une déresponsabilisation. Proudhon considère que... Enfin, il voit pas pourquoi le peuple devrait choisir parmi plusieurs maîtres en un temps très court, à savoir les élections, lequel de ces maîtres va le moins les sodomiser pendant plusieurs années. Mais il s'arrête pas là. Il est très critique également vis-à-vis de la démocratie directe. Proudhon considère que le suffrage universel, à savoir l'opinion de la multitude, l'opinion du troupeau, de la majorité, ne constitue pas une norme plus légitime que le droit héréditaire ou le droit de la force pour régenter un peuple. Donc en fait, on est dans un esprit anti-troupeau qui cadre finalement assez bien avec l'individualisme élitiste des black metaleux. Et en parlant de black metal, ce qui est très intéressant aussi chez Proudhon, c'est que dans le même livre, Idées sur la révolution du XIXe siècle, non, c'est dans un autre, c'est dans La guerre et la paix, il va avoir un discours que je qualifierais d'esthétique, qui cadre en fait, pour le coup, totalement avec l'esthétique black metal, et même metal, heavy metal, tout ce que vous voulez. En fait, Proudhon va dire que la guerre est ce qui place l'homme au sommet de la chaîne du vivant, que c'est par la guerre en fait que l'homme va se mettre en danger de mort pour défendre des idées supérieures comme l'indépendance de la patrie, la liberté avec un grand L, etc. Donc c'est ça qui le distingue des animaux, en quelque sorte. Et Proudhon va dire que parallèlement à ça, la poésie étant un réceptacle de ce qu'il y a de plus élevé chez l'homme, il va établir qu'il y a forcément une interconnexion, une corrélation, en fait, une interdépendance, une identité même entre la poésie et la guerre. Alors Proudhon va carrément jusqu'à dire que si la guerre n'existait pas, la poésie l'inventerait. Donc il va quand même directement associer la guerre, le registre épique, avec la beauté. Et là on est en plein dans l'esthétique black metal ou même heavy metal, où lorsqu'on kiffe vraiment un riff, qu'on va dire, putain, mais écoute-moi, t'es avec un pote, t'entends un riff sublime de black metal, tu vas dire, écoute-moi ce riff, il est sublime. Souvent, c'est parce qu'il est épique, en fait. Il évoque la bataille, la bagarre, l'entrain guerrier, le sacrifice guerrier, quoi. Voilà, c'est intéressant de voir que le père de l'anarchisme, au final, est black metalo compatible. Alors, petite nuance, si vous lisez les 5 tomes de La guerre et la paix, sur les 3/4 de l'ouvrage, il va faire l'apologie de la guerre en disant « la guerre c'est génial », etc., pour emmerder un peu ses petits potes antimilitaristes. Mais à partir du 4e tome, il va commencer à se raviser en disant « bon, ben, finalement la guerre ça pue un peu du cul parce que c'est souvent un prétexte pour voler les nations voisines ». Et aussi, Proudhon déplore que la guerre dégénère en massacre. Il n'est pas pour la fin du conflit,
Il n'est pas pour la fin de la guerre, il est pour sa transformation. Il dit que la paix n'est pas la fin du conflit, la paix est tout simplement la fin du massacre. Proudhon valorise le conflit, au contraire. Il valorise la concurrence, il est contre l'égalité des salaires, par exemple. Il est pour une certaine idée de la justice sociale, dans un cadre mesuré, mais il est contre l'égalité des salaires, il est contre le salariat, il est contre l'assistanat. Il est pour, en fait, la perpétuation des luttes antagonistes, dans la mesure où ces luttes antagonistes permettent de dégager la notion même de valeur et tirent les hommes vers le haut. Là où le communisme, il cite clairement le communisme, même si au moment où il écrit, le communisme soviétique n'est pas en place, là où le communisme, de par son égalitarisme, génère de l'immobilisme et de par sa mise sous tutelle de l'État, génère de l'assistanat. Quand je disais que Proudhon écrit au moment peut dénoncer le communisme avant que celui-ci ait réellement émergé dans l'histoire, il faut savoir qu'il peut se baser sur des antécédents, en l'occurrence le révolutionnaire Babeuf, qui était donc un révolutionnaire français. C'était un étatiste, lui, forcené, un étatiste autoritaire et un égalitariste fanatique. Et quand vous avez égalitarisme taré plus étatisme coercitif, vous avez l'ADN du communisme. Et Proudhon arrive à prévenir ce qui s'est réellement passé par la suite avec le communisme soviétique en disant que si une forme de socialisme redistributif et policier venait à émerger en s'imposant au nom de prétextes égalitaristes et fraternitaires, il y aurait pour la paysannerie le devoir carrément d'entrer en résistance. C'est que le mec a carrément anticipé la découlakisation opérée par Staline. Super fort quand même. Là où Proudhon va mettre la liberté au-dessus de tout, les communistes sont prêts à sacrifier la liberté pour l'égalité, au nom de l'égalité. C'est-à-dire que eux, les communistes, mettent l'égalité au-dessus de tout. Et l'égalité suppose forcément une société de surveillance permanente. Si vous voulez voir si votre voisin bouffe pas plus que vous, il faut le surveiller. C'est ce qui explique, en fait, pour moi, que les antifas sont autant des renifleurs de cul, c'est-à-dire que c'est des spécialistes de la surveillance. Il n'y a qu'à voir tous ces sites spécialisés dans le doxing. Donc le doxing, une pratique totalement interdite. Il s'agit de balancer des noms, des adresses et tout sur les FAF, etc., dans lesquels se sont spécialisés justement FAFWatch, La Horde, tous ces trucs-là. Vous verrez jamais ça, en fait, chez les FAF. Les FAF ont jamais créé... Enfin, il y a un pote qui me disait que si, il y a un truc qui avait commencé, mais ça n'a jamais abouti. Mais les antifas sont vraiment spécialisés dans le fait de balancer les FAF au système dominant. Donc, ils sont censés combattre le capitalisme, mais en fait, leur activité favorite, c'est de nous balancer toujours au système en place. Moi, en fait, en étudiant un peu la Bible, je me suis rendu compte que les antifas occupent exactement la même place que Satan dans l'Ancien Testament. Alors, je m'explique. Satan, dans l'Ancien Testament, c'est pas l'ennemi de Dieu. C'est à partir du Nouveau Testament que Satan devient l'ennemi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Satan, c'est une balance. Et c'est un allié de Dieu. En fait, il est sur Terre pour contrôler si les êtres humains se conduisent bien, s'ils agissent avec vertu. Et au cas où ils ne le font pas, si David s'est branlé sur sa cousine, par exemple, Satan vole avec ses petites ailes et il va à la Cour suprême dire à Yahvé David s'est branlé sur sa cousine, il faut le punir. Et ça, c'est vraiment l'ADN je dirais une majorité des antifas, puisqu'ils ont cette obsession permanente, en fait, de déléguer à un pouvoir supérieur une forme de punition. C'est-à-dire que les antifas, en fait, vivent une histoire d'amour permanente avec les structures autoritaires. Ils ont souvent tendance à déléguer, en fait, la punition du FAF à quelqu'un d'autre. Comme ils vont pas au contact, ils sont toujours en train d'aller porter plainte chez les flics, comme je disais tout à l'heure, parce ils prennent une baffe, ils vont porter plainte. Tu veux organiser un concert, ils vont cafeter à la préfecture. Ils sont censés être contre les prisons, contre la justice, les structures oppressives, etc. C'est les premiers à se réjouir
Quand un faf tombe entre les mains de la justice ou finit en prison, sur Internet, les professionnels de la censure, du signalement, ils ont des crampes aux doigts à force de signaler du contenu qui correspond pas aux standards de la communauté. Et voilà. Donc, ils aiment bien, comme je disais, déléguer à une instance supérieure pour pas eux se mouiller. Une forme de punition. C'est des gens haineux et en même temps lâches. Et quand ils n'ont pas la possibilité de déléguer par le haut, donc au système en place, ils vont faire de la délégation par le bas. Souvent, ils aiment bien en fait que les Arabes et les Noirs travaillent à leur place, donc ils aiment bien les faire tapiner. J'ai un exemple hyper précis. Moi, quand on était, donc quand on militait au Bastion social, les Antifa avaient imprimé nos gueules sur des prospectus avec nos adresses, nos noms, les noms des copines, tout y passait, pour dire qu'on tabassait des Noirs et des Arabes, ce qui évidemment était faux, dans l'espoir en fait que les Arabes viennent nous régler notre compte à leur place. Alors, petite anecdote marrante, c'est que les Arabes sont effectivement venus dans notre local et passé la porte, vu que le Bastion social était un mouvement nationaliste révolutionnaire. La première chose sur laquelle ils tombent, c'est le drapeau de la Palestine. Et finalement, bon, ça s'est terminé avec une petite discussion sympathique et le partage de quelques verres. Donc, le projet machiavélique et satanique des Antifa avait échoué. Mais bon, c'est un exemple pour vous dire qu'ils sont souvent en train de faire ça. Genre, tu chopes un Antifa dans la rue, tu le reconnais. Lui, il dit non, je suis pas Antifa, mais pourtant on te connaît sur Facebook et tout. Ah non, j'ai pas Facebook. Et par contre, dès que t'as un troupeau d'Arabes ou de Noirs qui passe, le mec va commencer à hurler, oui, des skins, je me fais agresser, des skins, des racistes, pour que finalement les mecs travaillent à sa place. C'est un schéma récurrent chez eux, quoi. Je conclurai cette tirade sur Proudhon en disant que quand vous discutez avec des antifas qui se prétendent anarchistes, rappelez-leur toujours que le père de l'anarchisme était un raciste anticommuniste. On peut pas... là, je suis pas en train de délirer. Tout ça, c'est du factuel. Et que quand je vois cette espèce d'absurdité de mélanger en fait les genres du style... ils sont en train de créer un mouvement qui s'appellerait le Red Anarchist Black Metal. Comme si les rouges étaient forcément connectés aux anarchistes. Alors que, historiquement, la première chose qu'a fait Trotsky accédant au pouvoir, c'est de dézinguer les marins organisés en communauté anarchique à Kronstadt. Et ensuite, il s'est attaqué à la Martnovщина en Ukraine. Donc, anarchiste, communiste, c'est pas forcément des copains. Faut arrêter de vouloir tout rassembler dans une même étiquette. Ça n'a absolument aucun sens. Autre grosse influence sur le nouvel album. Donc Proudhon, c'est vraiment l'icône anarchiste, l'icône de gauche qui aujourd'hui serait considéré comme un nazi. Et là, je pars sur l'opposé, c'est-à-dire Maurice Barrès. Alors Maurice Barrès, c'est une icône de droite qui avait clairement des positions gauchisantes. Alors Barrès, c'est quelqu'un qui, dans son programme de Nancy, crée le socialisme national. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui crée le terme socialisme national, mais il développe l'idéologie du socialisme national. Donc c'est assez pratique. Quand on vous demande, quand vous êtes nationaliste français, si vous êtes NS, vous pouvez très bien répondre que « Ah non, moi je suis pas national-socialiste, je suis socialiste national ». Sur le modèle barrésien, en plus Barrès était germanophobe, ce que je suis pas personnellement, mais au moins, si vous êtes barrésien, ça vous fait l'économie des chambres à gaz. C'est assez pratique. Pourquoi Barrès est intéressant ? Déjà, il est localiste à l'image de Proudhon. Il est contre l'hypertrophie du centre, c'est-à-dire Paris. Il est contre le machinisme industriel et contre le machinisme scolaire, c'est-à-dire qu'il déteste l'aspect nivellateur et conformiste de l'école. Donc on est vraiment dans un nationalisme pur et dur qui n'est absolument pas totalitaire. Et ça, c'est le nœud de la chose avec Peste Noire, puisque moi, c'est ce qui va... Je suis pas anti-NS par principe, mais je ne suis pas national-socialiste et je ne suis même pas fasciste pour cette raison-là, c'est-à-dire que pour la même raison, je veux dire que Barrès, c'est que le fascisme et le national-socialisme sont des États policiers et sont des statolatries, c'est-à-dire des divinisations de l'État, en plus d'être des idéologies de masse.
Ce qui, moi, me pose vraiment problème avec Peste Noire, si vous avez le temps de chercher, parce que j'ai pas le temps de développer, Peste Noire se situerait beaucoup plus proche des non-conformistes des années 30, des écrits de l'ordre nouveau, la philosophie du personnalisme, c'est-à-dire une forme de fascisme beaucoup plus basée sur le développement de la personne que sur l'idéologie de groupe et l'étatisation extrême de la société. Par les froids plaquages dans le livre à doigts, on n'aime pas les cages, les flics, les huissiers, les hommes de droit, gros PD, gros PD, va. Des vieilles toutes cassées, aux marmots débiles, tous caillassés, jusqu'au bord des villes, les commis du roi. Henri Pourrat, alors lui, je l'ai choisi pour l'aspect localiste, donc c'est un écrivain qui est des environs de la Chaise-Dieu. Alors pour faire très vite, lui, ce qui m'a vraiment plu chez lui, c'est qu'il décrit vraiment cette haine du paysan du livre à doigts, pour le flic, le gendarme, les tribunaux, l'État. Alors Pourrat va jusqu'à dire que c'est un déshonneur pour un paysan du livre à doigts de foutre les pieds dans un tribunal, ne serait-ce que comme témoin. Si tu veux fuir comme une torpille ou le vasseur sur l'océan, du grand du beau, des forêts du futur, il n'y a que le faisceau qui offre la chance encore d'une belle et virile aventure. Impossible de faire l'impasse sur Georges Valois. Alors Georges Valois, très influencé par Proudhon, qui crée les cercles Proudhon, c'est assez connu. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un anarchiste, en fait, qui va créer le premier parti fasciste français. Donc, je répète, un anarchiste qui crée le premier parti fasciste français. Finalement, on n'est pas loin de ce que représente Peste Noire. Il suffit de creuser un peu. Il va quitter l'anarchisme en reprochant à ses compagnons de combat leur individualisme et leur antimilitarisme. En gros, c'est Proudhon moins le pacifisme un peu pédé. Valois meurt en camp de concentration, ce qui prouve qu'on peut être fasciste sans être national-socialiste. Je dis pas que c'est incompatible, mais c'est pas automatique. Nos piranciens sortent de l'ombre, dynamiter la capitale. Dorgère, très intéressant de par sa position géographique. Donc c'est quelqu'un qui vient du nord de la France. Et il faut savoir que le nord de la France et le nord-ouest de la France ont cette espèce de paradoxe que je soulevais au début de l'interview. C'est-à-dire que c'est des régions qui ont de tout temps toujours été extrêmement conservatrices, mais qui à la fois ont une longue tradition de rébellion face au fisc, face à l'école obligatoire, à la conscription obligatoire, des très, très anarchistes au final. Alors Dorgère, lui, c'est un militant anti-État qui avait créé des milices paysannes de type fascisant pour bolosser les marxistes qui essayaient de faire de l'entrisme dans les campagnes françaises. Alors lui, il s'illustre au début dans son combat contre les inspecteurs des impôts qui venaient contrôler si les bouilleurs de cru, c'est-à-dire les gens qui distillaient de l'alcool, ne le faisaient pas clandestinement dans les foyers. Donc il y avait des mecs des impôts qui débarquaient chez vous pour contrôler en fait si il n'y avait pas des alambics dans les caves. Il commence par défendre ça. Alors lui, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il va s'opposer aux instituteurs qu'il considère comme étant des agents de la République venus enseigner aux fils et aux filles de paysans la haine du métier de leurs parents. Donc il dit en gros que les instituteurs viennent là pour siphonner en fait les meilleurs talents des campagnes, pour les envoyer vers Paris. Il a des mots extrêmement durs vis-à-vis de Paris. C'est assez savoureux à lire. En fait, en découvrant Dorgère, j'ai eu l'impression de lire les paroles du dernier putsch. Il a des punchlines super efficaces contre les flics. En fait, on est dans un mélange entre un truc totalement d'extrême droite et totalement ACAB en même temps. C'est un pré-skinhead, quoi. Et à l'image de Proudhon, il va défendre les petites laiteries, les petits moulins contre les grands trusts. C'est un peu la Ménière Lequin contre Nuclear Blast, quoi. La mère patrie ne sera vraiment féconde que tout sera la faute sur les eaux. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement. Et la dernière petite référence des familles, Jacques Doriot. Alors Jacques Doriot, pourquoi je l'ai choisi? Bon, il y aurait un milliard de raisons pour lesquelles j'ai choisi. Les principales, c'est que Doriot est l'incarnation du fait que les fascistes sont souvent bien plus proches du peuple, des producteurs, que les socialistes et les communistes, qui sont souvent en fait des profs ou des fonctionnaires issus des villes et en gros bourgeois, des bourgeois, quoi, parce que bourgeois ça veut dire de la ville à la base. Alors Jacques Doriot, lui, il est ouvrier métallurgiste.
fils de forgeron, petit-fils de paysan, et c'est celui qui va créer le plus gros parti fasciste français, le PPF, le Parti populaire français, qui contient lui seul 50% de délégués ouvriers, donc on n'est pas dans le mélenchonisme. Et pour essayer de recadrer en fait ce que je dis sur Peste Noire, le PPF va rester fidèle à deux rassemblements depuis donc sa création jusqu'à la fin de son existence. Le défilé de Jeanne d'Arc, logique, on va dire, pour un parti national, fasciste, quoi. Et plus surprenant pour des cerveaux contemporains, mais je vais expliquer pourquoi, uniquement pour des cerveaux contemporains, la Commune de Paris. Alors ça, je disais, ça peut paraître surprenant, mais c'est pour les gens qui connaissent pas l'histoire, puisque il y a en réalité une longue tradition fasciste de commémoration de la Commune. Là, je parle du PPF, mais un parti contemporain du Parti populaire français, à savoir le francisme de Marcel Bucard, faisait régulièrement référence à la Commune, régulièrement hommage à la Commune. Le SOL, donc le service d'ordre légionnaire, qui était une entité carrément collaborationniste, fait régulièrement référence à Proudhon, à la Commune. Je relisais Notre avant-guerre de Brasillac il y a pas longtemps. Il dit que la rédaction pas très gauchiste de Je suis partout envoyait une couronne de fleurs pour commémorer la Commune. La même rédaction de Je suis partout publiait une liste des morts pour la Révolution nationale qui incluait les martyrs de la Commune. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est venu parce que ça a été perpétré par Vial aujourd'hui, etc. Mais c'est quelque chose qui existe dans le fascisme français de base, en fait, j'ai envie de dire. Je parle de tout ça parce que quand on a repris la chanson, on a fait une reprise de la chanson de Vaevictis en hommage à la Commune, il y a beaucoup de commentateurs qui sont venus cracher du feu, comme quoi, bon, soit c'était des nationalistes qui disaient qu'on comprenait rien, soit c'était des communistes qui disaient que la Commune leur appartenait. Alors, en creusant, je disais justement ces commentaires, je me suis aperçu que beaucoup font la confusion, en fait, entre la réaction et le fascisme. Donc, Peste Noire, bien sûr, serait du côté de la réaction. Bon, au risque d'être un peu pédant, petit rappel historique aussi, la réaction, pour faire très vite, c'est une sorte de nostalgie pour une société pré-industrielle où il y aurait des castes fixes, les corporations sont fixes, le métier des armes est fixe, c'est des cousins qui se baisent entre eux pour créer l'aristocratie, et ça de manière permanente, comme un long fleuve tranquille. Le fascisme, c'est pas du tout ça. Le fascisme, c'est déjà une adaptation à la modernité, c'est une adaptation au capitalisme, à un capitalisme mesuré et partagé, certes, mais une adaptation au capitalisme, une adaptation au milieu industriel, etc. Et surtout, là où le fascisme est certes élitiste, et pas égalitariste comme le communisme, le fascisme n'est absolument pas antisocial. Le fascisme italien est celui qui allait le plus loin dans les mesures sociales de son temps. Le premier fascisme, le fascisme fondateur italien, c'est... il milite pour la journée de 8 heures, pour la lutte contre la spéculation bancaire, etc. Et il faut bien comprendre que le fascisme, et ça c'est une idée justement beaucoup développée par Valois, c'est que le fascisme suppose, comment dire, une régénération permanente des élites qui seraient censées, indépendamment de leur classe sociale, indépendamment de leur naissance, faire leurs preuves sur le front et se distinguer par le mérite, au nom de valeurs guerrières sur le front. Donc on n'est pas dans une élite fixe à la Evola où des cousins s'enculent entre eux et créent l'aristocratie guerrière et que ce serait de tout temps, en fait, ça devrait rester comme ça. On est dans quelque chose où il y a une certaine mobilité sociale, en fait, dans le fascisme. Et voilà. Et pour terminer sur la Commune, je suis pas en train de dire que la Commune est pré-fasciste. Je suis en train de dire qu'elle est pas plus pré-fasciste que pré-marxiste. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. De Benoît en parle, Vénère en parle. Les marxistes ont clairement volé la Commune. Du temps où la Commune existe, Marx est totalement inexistant en France. Les deux référents idéologiques, c'est Proudhon, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit sur Proudhon, et Blanqui, qui est un anticosmopolite carabiné. Et une grosse majorité des communards finissent dans le boulangisme, qui est un mouvement ultranationaliste, qui serait aujourd'hui considéré comme un mouvement d'extrême droite. Mais le peuple de Paris aujourd'hui se soulevait. Les politiciens ont trahi, pas question de capituler. Partout dans la capitale, on dresse des barricades. On met en patrie des canons. Partout c'est l'insurrection. Les pauvres gens n'ont plus rien. La patrie est leur seul bien. Ils crèvent pour te rappeler
pavés, il n'y a plus de gouvernement, mais la commune est proclamée, c'est le retour du printemps. Pour quelque temps, Paris se grise, on oublie le pouvoir central, on rêve de justice sociale, on chante le temps des cerises. Mais pour tirer toute sa clique, fallait faire taire la populace, signer ses bonnes femmes hystériques, fusillées, c'est que dans leur crasse, partout dans la capitale, on dresse des barricades, on met en batterie des canons partout, c'est l'insurrection, on les pauvres gens n'ont plus rien, la poterie est leur seul bien, ils crèvent pour te rappeler l'esprit de communauté. Oh, communauté. Oh, la communauté. Oh, communauté. Oh, toujours devant l'invasion, c'est le peuple qui se dresse. Versaillais, trahison, tu as peur pour tes richesses. Les influences musicales, ça va être voilà, des styles très populaires, du vieux hard rock, du vieux rock français, de la vieille oi, du vieux punk, c'est bien le truc bien populacier. Du vieux heavy metal aussi. Alors, petite digression sur le heavy metal, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fascisme. Le heavy metal, c'est quoi en fait? C'est une musique de jeunes blancs qui redécouvrent leurs racines, ou en tout cas, oui, redécouvrent leur mythologie. Et c'est une musique violente qui aborde très souvent des thèmes guerriers. Donc si avec ça, on n'est pas dans une définition du fascisme, je veux dire, là où je veux en venir, en fait, c'est que il y a une mode en ce moment. Le métal est en train de se faire infecter par une espèce de propagande gauchiste qui voudrait, en fait, comme je disais tout à l'heure, là, ils font de la surveillance permanente, ils vont déterrer des dossiers, etc. Et dire, oui, mais un tel, il a participé à une compile qui est sortie par un mec qui est sorti avec la sœur d'un type qui a eu un chien que lui a vendu un mec qui était NS. Donc ce type-là est NS. En fait, on a cette recherche de ramification NS là pour invalider totalement les groupes actuels, c'est-à-dire maintenant Temple of Baal serait supposé ne pas pouvoir jouer au Hellfest parce qu'ils ont participé à une compile sur Drakkar Productions où il y avait des groupes NS. Mais en fait, là, on tombe vraiment dans le n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça marche parce que les gros organisateurs flippent. Ils arrivent à faire leur truc là que je disais tout à l'heure de balance, de vieil de Satan de l'Ancien Testament. En fait, quand je parlais du heavy metal, quand on a l'association de la jeunesse, souvent jeunesse prolétaire, couplée à la violence, une musique violente, couplée à la redécouverte de sa mythologie, on a forcément quelque chose de fasciste dans l'âme. Donc à quoi bon en fait s'étonner, se choquer tel l'horrible curé du fait qu'il y a quand même, oui, des proximités entre le fascisme et le métal et tout. C'est parce que l'ADN du métal a quelque chose en fait de fasciste à la base. Et j'irais même plus loin en fait, c'est que ces fils de finalement acceptent que des petits blancs traitent de la guerre dans la mesure où en fait c'est contenu dans le cadre inoffensif du passé, c'est-à-dire que si vous parlez des guerres napoléoniennes, de Sparte, des Vikings, ce que vous voulez, là c'est ok, ça va, ça passe bien. Et par contre, dès qu'un groupe comme, je sais pas moi, par exemple Molotov, aborde une guerre qui se déroule tous les jours sous nos yeux, c'est-à-dire une guerre raciale bien contemporaine, bien sérieuse, bien problématique, alors là, c'est l'épouvantail, en fait. C'est direct diabolisé. Je comprends pas pourquoi, déjà, on est censé être dans la musique du diable, ou comment ça se passe, là. Ça marche sur la tête. Donc je trouve, finalement, oui, voilà, qu'à partir du moment où les Blancs sont dans un petit bocal inoffensif, à savoir le passé, lorsqu'on était vraiment puissant, ou alors l'irréel, Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, là, la violence, elle est tolérée. Et à partir du moment où on arrive à quelque chose de plus substantiel et de plus sérieux et de plus réel, il y a une sorte d'hypocrisie qui s'installe. Donc, fermez la parenthèse là-dessus. Je parlais des influences populaires dans le nouvel album. Et la dernière que j'ai oubliée, c'est une influence très folk. Là, il y a énormément de passages folk. Je dirais que carrément 30% de l'album, c'est du folk, en fait. Hein. Du pur folk, même peut-être 40%. Et comme je voulais
un truc... alors je rappelle que folk veut dire populaire à la base. Hein. Quand je vois sur Wikipédia aujourd'hui que... Je sais pas qui a écrit la notice de Wikipédia, mais condamner ce mec, parce que c'est... Il y a tout et n'importe quoi en fait. Je serais censé développer un sentiment anti-populaire, alors que ma musique est faite depuis toujours je te dis, 30, 40% d'éléments folk. Peste Noire, c'est populaire en fait. Et mais du coup, en fait, comme je disais sur le nouvel album, j'ai voulu développer un aspect identitaire français, donc populaire, sur le mode très français. Et qu'est-ce qui est populaire et français? Ben la musette. La musette, même il y a même des influences presque de variété française. On est dans quelque chose que je qualifie moi pour rigoler dans le tampon en fait du livret du vinyle. Il y a marqué Baal comme le dieu Baal musette. C'est vraiment la bande son pour aller se battre au bal du village. Et pour sonner musette, il fallait que j'emploie des musiciens qui pourraient être des musiciens de bal musette. Et pour la première fois, du coup, j'ai intégré un contrebassiste dans Peste Noire. Du nom de Frater Stéphane, qui est devenu par ailleurs un très bon ami, et avec lequel je compte poursuivre par la suite. Il y a Lazarette, fidèle au poste depuis 2013, trompettiste, là, pareil, parfait pour l'influence musette. Il y a La Faucharde aussi, qui chantait sur l'album précédent, qui s'est occupé à la fois du chant féminin et des fabuleux artworks, là, la boîte de fromage plus le vinyle, que personnellement je trouve superbe. Voilà pour le line-up français. Et bon, je suis rentré en France depuis, et je ne suis pas revenu les mains vides. J'ai continué à bosser avec 2 Ukrainiens qui étaient présents sur le live acoustique, avec qui ça s'est super bien passé. Donc j'ai décidé de continuer l'aventure je pensais maintenant c'est des musiciens permanents, on peut le dire. Donc Baal qui est un très bon batteur, qui a vraiment qui joue avec feeling, qui ressent les riffs et qui a une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'il va accentuer tout ce qui va bien avec la voix. Il va accentuer les bons passages de voix, switcher sur les bons passages, les bons accents de guitare. C'est pas quelqu'un qui essaie de faire de la démo, à foutre des roulements de partout. Il arrive à entendre l'ensemble et à, on va dire, souligner ce qui mérite d'être souligné. Et il donne de la clarté à l'ensemble, parce que c'est vrai que maintenant, je pars dans des directions, il y a tout, des trompettes, tout ce que vous voulez, de la contrebasse, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est quand même dur dans le style que le black metal, qui est un espèce de mur de son avec les guitares électriques, d'arriver à faire entendre à l'auditeur quelque chose de clair. Et du coup, gros travail donc du batteur qui m'a vraiment épaulé dans cette direction-là. Et de même avec le bassiste, donc qui s'appelle Yuri, et qui a joué également sur le live acoustique. Jeu au doigt, bien vintage, puisque l'album, comme je disais, c'est un truc vintage, années 70-80. Il joue comme un bassiste. C'était un bassiste, c'était pas un second guitariste. Je sais que moi, je touche à la basse, je peux faire des bonnes lignes de basse, mais j'ai tendance à trop réfléchir à mes propres riffs comme un guitariste et pas comme un bassiste. Et là, on a vraiment le bassiste qui réfléchit comme un bassiste, qui fait le lien entre la batterie et la guitare. Et c'est pas une seconde guitare sur laquelle on met une disto et qu'on sous-mixe ensuite, comme la plupart des groupes de black metal. Aujourd'hui, on est vraiment dans le bassiste qui va amener une troisième dimension à la musique. Et bon, je pense que voilà, j'en ai assez dit là.